j'ai un parcours un peu atypique, on va dire. Effectivement, j'ai une formation d'architecte. Je suis designer freelance et autodidacte du web depuis 2005. Et je donne des cours d'UX design aussi dans différentes écoles aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler à la fois de design, d'expérience et d'architecture. Un enfant qui prend un caillou et qui le projette au loin, et ce caillou s'en va, part loin, 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 et puis tombe sur la surface d'un lac et il déforme la surface de ce lac. Pour moi, c'est ça un projet de design. C'est cette idée-là. C'est projeter quelque chose. C'est j'ai une idée, je la projette au loin et elle va se transformer petit à petit et ça va devenir un objet, un produit, un service et ça va impacter le réel. Et dans ce mécanisme de transformation, durant cette transformation entre, on va dire, l'idée et l'objet, il y a un certain nombre de mécanismes qui existent. Il y a un engendrement de choix, de décisions de design qui s'opèrent et qui font qu'on passe comme ça de l'intangible au tangible. Et il me semble que ces mécanismes-là de transformation, c'est une notion qui est un peu centrale dans les métiers du design et qui mérite qu'on s'y attarde. Et ça, c'est une intuition que j'ai eue très tôt, déjà quand j'étais en architecture. En 1999, il y avait une villa qui avait été publiée dans les revues qui s'appelle la Villa Lemoine. Et un certain nombre de revues avaient publié cette villa. Et excusez-moi. Et j'avais été surpris par le rapport que les gens avaient avec cette villa, notamment des étudiants de mon atelier d'archi, donc j'étais encore étudiant, qui disaient on dirait la forteresse d'un roi maudit. Et puis ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin, d'essayer de comprendre pourquoi les gens ressentaient ce genre de choses. Et donc j'ai essayé de comprendre, j'ai cherché, et je me suis rendu compte que en cherchant un peu à travers des écrits de spécialistes, finalement c'était toujours la même chose qui revenait. Les gens disaient c'est une maison paradoxale. Or, il y a quelque chose d'étrange à dire c'est une maison paradoxale, parce que ce n'est pas vraiment une réponse. C'est-à-dire que moi, ce que j'attendais, c'était qu'on m'explique pourquoi cette maison provoquait un tel ressenti. Et en fait, même les spécialistes, finalement, se contentaient de dire ce qu'ils ressentaient. En fait, je ne l'avais pas compris tout de suite. C'est bien plus tard que je l'ai compris, ça, que ce qu'ils disaient, c'était finalement leur ressenti. Parce que le paradoxe, dire qu'une maison elle est paradoxale, ça n'a pas de sens. Le paradoxe, ça ne peut pas exister, le paradoxe. Le paradoxe, c'est une impossibilité en soi. C'est-à-dire, physiquement, ce n'est pas possible. Du coup, si on dit d'un objet qu'il est paradoxal, en fait, ce dont on est en train de parler, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, c'est quelque chose qui se passe dans notre tête. En fait, ce dont les gens étaient en train de parler, c'était de leur expérience. Parce qu'en fait, le projet, ce n'est pas juste je projette un caillou et puis ça devient un objet. En fait, il y a un ricochet. Ça ricoche et ça va devenir une expérience chez quelqu'un, pour quelqu'un. Et moi, je me disais, c'est un peu comme un phénomène de télépathie. Ça veut dire qu'en tant que designer, quelque part, le truc que j'ai dans la tête très tôt, qui est presque juste une intuition, quelque chose d'impalpable, je vais le projeter et à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre au loin qui va ressentir quelque chose, qui va dire « c'est un paradoxe ». Et peut-être que c'est ça en fait que je voulais faire à la base. Je voulais qu'ils ressentent ça. Et comment on fait? C'est quoi les mécanismes d'un designer? Comment il fait ce truc-là? C'est incroyable de se dire qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est dit « tiens, il faudrait qu'on ressente ça » et à la fin, on ressent ça. C'est quoi les mécanismes qui permettent, par ricochet, de transmettre une idée depuis le cerveau d'un designer vers le cerveau d'un utilisateur? C'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Dans un premier temps, je voudrais vous présenter la villa en question, puisque c'est surtout autour de cette villa que je vais discuter. Cette villa, c'est une villa assez particulière, on va la voir juste après. Déjà, dans la commande. La commande, c'est un terme
d'architecte, c'est grosso modo le brief, on va dire. Rem Koolhaas reçoit cette commande dans les années 90 de la part d'un homme qui s'appelle Jean-François Lemoine, qui quelques mois auparavant a eu un accident extrêmement grave et qui se retrouve tétraplégique en fauteuil roulant. Et il commande une maison pour lui et sa famille, sa femme, ses 2 enfants, parce que la maison qu'il habite dans le centre de Bordeaux est devenue une prison. Et il dit à l'architecte, je ne veux pas une maison simple, je veux une maison complexe, car c'est elle qui définira mon univers. Et effectivement, cette maison, là où on attend une maison de plein pied, parce que l'homme est en fauteuil roulant, en fait, ce sont 3 maisons superposées. C'est Rem Koolhaas qui la présente comme ça, il dit 3 maisons superposées. En réalité, c'est même 3 archétypes. Au rez-de-chaussée, il y a ce qu'il appelle la grotte. Là, à gauche, on voit, c'est une photo de chantier, mais ça permet de voir à quel point ce sont vraiment des cavités qui sont creusées comme ça dans la colline. Et qui abritent la grotte, qui abrite un petit salon télé, une cuisine, une buanderie et une cave à vin. Au-dessus, tout en haut, c'est le monolithe. C'est une espèce de bloc énorme, extrêmement lourd, un peu mystérieux, rouillé, on ne sait pas très bien comment ça tient. Et puis c'est comme ça, et puis ça flotte dans l'air. À l'intérieur, ce sont toutes les chambres de la famille. Et puis entre les deux, il y a une espèce de vide, une maison invisible, une maison de verre qui est aussi un archétype d'architecture. Et puis, 4e élément, c'est une plateforme mobile qui fait 10 mètres carrés et qui est posée sur un vérin hydraulique et puis qui peut traverser la maison de tout en bas jusque tout en haut. Quand elle est tout en haut, on le voit là sur cette image, ça va refermer le monolithe et elle peut s'arrêter à n'importe quel niveau et elle longe une gigantesque bibliothèque qui fait toute la hauteur de la maison. Et cette plateforme, c'est une pièce dédiée à cet homme en fauteuil roulant et la plupart du temps, c'est son bureau. Et d'une simple pression sur un bouton, il peut faire monter et descendre cette plateforme. Donc, comme on le voit, effectivement, c'est une maison assez complexe, assez inattendue. Et pendant 18 mois environ, quand j'étais étudiant, j'en ai fait l'étude, sachant que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre comment il en était arrivé là. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on pourrait appeler un manifeste rétroactif, mais disons que c'est le principe, grosso modo, de la rétro-ingénierie. On part de ce qui est là, de ce qui existe, et puis on essaye de remonter en s'appuyant sur des indices, et puis on remonte à peut-être des procédés qui ont été peut-être utilisés par Rem Koolhaas, mais peut-être pas, et à la rigueur, on s'en fiche un peu. L'important, c'est de savoir comment il aurait pu faire pour que nous aussi, on puisse réutiliser ces procédés. Moi, c'était ça qui m'intéressait. C'était de comprendre comment il a fait pour essayer de refaire la même chose. J'ai fait émerger plusieurs procédés. Ce soir, cet après-midi, je voudrais vous en présenter 3. Le premier, c'est le concept impossible. Le second, ce sera l'effacement des consonances. Et enfin, je vous parlerai de la condensation. C'est une vision tout à fait personnelle et je conçois que ça puisse être un peu étrange parfois, mais j'espère que ça vous parlera. Le premier, le concept impossible, c'est cette idée que si on vise une impossibilité physique, comme le fait Rem Koolhaas, on va en parler juste après, en visant une impossibilité physique, on s'extrait immédiatement de l'objet. On passe tout de suite sur un autre niveau, qui est le niveau du ressenti. Son intention à Koolhaas, elle arrive très tôt dans le projet, il l'exprime comme ça, il dit « I want floating box ». Il dit aussi dans un autre croquis qu'il imagine, il dit « j'imagine que la maison pourrait être une espèce de volume accroché à la colline avec une structure cachée ». Et il écrit « c'est idiot, mais il y a peut-être un truc à faire ». On voit bien que le concept, ce n'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement clair. C'est peut-être une maison accrochée à la colline, c'est peut-être une maison qui flotte. Moi, je vais résumer ça en disant que c'est une forme de lévitation. Ce qu'il faut retenir, c'est que le concept, c'est un mot qu'on utilise souvent en design, mais en général, il n'est pas défini, ce qui est un peu dommage. Donc, je vous donne ma version à moi. Il me semble que le concept, c'est
ce qui est exactement entre le brief et l'expérience. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que ce n'est pas vraiment juste une étape. Le concept, il parle au temps du brief, il a déjà subi des processus créatifs depuis le brief pour devenir ce qu'il est. Il est passé par le prisme de l'architecte ou du designer, mais il est aussi, donc il est un résultat, mais il est aussi un début, parce qu'il est cette graine qui va permettre de faire émerger une expérience. Il est déjà, en lui-même, il exprime déjà ce que va être l'expérience, ou en tout cas, un concept fort, ça devrait être ça, à mon sens. Avec la lévitation, c'est comme ça que je vais résumer ce concept, Raim Koolhaas, il vise une impossibilité physique, ce qui est complètement idiot quand on veut faire de l'architecture. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on va construire quelque chose et qu'il y a des gens qui vont venir sur un chantier pour le faire, c'est un peu étrange de se dire qu'on vise quelque chose qu'ils ne pourront pas fabriquer. Donc d'emblée, il faut qu'on parte du principe que de toute façon, il n'y arrivera pas. Mais ce n'est pas grave, parce que quand on est concepteur, on n'essaie pas forcément de faire quelque chose qui est possible. On peut même essayer de faire quelque chose qui est impossible. Et dans le concept impossible, c'est vraiment cette notion qui est importante. Il sait que d'emblée, il va faire quelque chose qui est impossible, il veut faire une lévitation. Il a besoin de deux choses pour ça. On va appeler ça des contraintes. Alors nous, les designers, on connaît super bien ça, les contraintes. Parfois, il y en a qui sont un peu compliquées. Lui, il a deux contraintes qui sont particulièrement compliquées. C'est qu'il faut qu'il ait un poids, parce que si c'est une plume, la lévitation, ça ne marche pas super bien. L'image, elle n'est pas ultra impactante. Donc il lui faut un poids, et si possible, il lui faut un énorme poids. Un truc dont on se dit « Oh, comment c'est possible que ça ne tombe pas ?» Parce que la deuxième chose dont il a besoin, c'est que ça ne tombe pas. Donc il a besoin d'un vide en dessous. C'est un peu comme les magiciens, vous savez, quand ils font comme ça, là, pour montrer que la personne qui est en lévitation, il n'y a rien en dessous. Donc il a besoin de ce vide. Il a besoin qu'il n'y ait pas de structure en dessous. Ou en tout cas, il a besoin qu'on ne la voit pas. C'est des contraintes extrêmement fortes, et pour les rendre acceptables, il faut trouver une astuce. Et c'est là que le processus de design commence, on va dire. C'est qu'il va essayer de retourner le problème en solution. Alors ça parlera à certains, je ne rentre pas dans cette citation, mais je pense que ça parle à quelques-uns. L'idée de retourner le problème en solution, c'est l'idée de peut-être de prendre toutes ces contraintes et puis d'en faire une espèce de méta-contrainte. J'aime bien utiliser ce mot-là. C'est essayer de se dire que finalement, si on met toutes les contraintes ensemble, peut-être qu'on peut réussir à faire quelque chose qui va engranger une possibilité. Si on dit comment faire pour que le poids qui est censé être énorme soit la structure, peut-être que d'un seul coup, ça déclenche quelque chose. Effectivement, ça déclenche quelque chose parce que son ingénieur, du coup, lui propose une solution. Donc l'idée, ce n'est pas du tout de faire un cours de construction, mais c'est juste de vous montrer que ici, et c'est ce que montre ce schéma, ce qui était à la base un poids énorme, et donc une contrainte, devient une solution parce que les murs, qui jusqu'à maintenant n'étaient que des façades, les longs murs de ce monolithe, c'était juste des façades, et lui, il se dit, faisons-en des poutres. Une poutre gigantesque qui ferait 25 mètres de long, 3 mètres de haut. Donc un truc, c'est complètement démesuré. Le truc, c'est que quand on fait des poutres aussi gigantesques, on peut se permettre des porte-à-faux hyper importants, on peut se permettre des portées hyper importantes, et ça veut dire qu'on peut se permettre, en dessous, d'avoir une structure qui devient minimale. C'est-à-dire que j'ai plus de besoin d'avoir 92 poteaux, d'un seul coup, je vais pouvoir en faire beaucoup moins parce qu'ils vont être beaucoup plus écartés. C'est ça qui est important à retenir, c'est que ça va lui permettre de minimaliser la structure. On y reviendra après, je voudrais juste vous montrer un exemple qui sera peut-être plus facile à comprendre de cette idée de retourner le problème en solution. C'est avec ces barrières de type un peu barrière de concert. On a une barrière dans un concert, si la foule s'approche, il y a un moment où il y a tellement de monde que la barrière finit par tomber. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est augmenter le poids de cette barrière, sauf que si on augmente le poids, elle n'est plus manipulable. La solution, c'est que cette barrière, elle se transforme en sol, si bien que plus il y a de monde sur la barrière, plus il y a de monde sur le sol, plus cette barrière, elle est stable. Du coup, la foule, qui jusqu'à maintenant était une contrainte, devient une solution. Si je devais résumer du coup juste ce premier procédé, le concept impossible, l'idée c'est de s'autoriser à pas être réaliste et à aller vers l'impossible. L'idée c'est pas tant de conceptualiser un objet,
que d'objectiver un concept. Et c'est en ça qu'on vise davantage l'expérience et le ressenti que l'objet en lui-même. Le deuxième procédé, c'est l'effacement des consonances. Et ici, le terme consonance fait référence à la psychosociale, ça parlera à certains, j'y reviendrai juste après. Mais imaginons que demain, il y ait que Rem Koolhaas, il arrive vraiment à faire ça, c'est-à-dire qu'il a vraiment un monolithe énorme, et que ce monolithe, il est vraiment en lévitation. Qu'est-ce qui se passerait? Comment on réagirait à ça? Ce serait quoi notre expérience? Ce serait quoi notre ressenti? Comment on arriverait à se débrouiller avec cette image-là? Pour ça, on peut penser à ces artistes de rue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui font ça dans la rue, qui ont l'air d'être en lévitation. Moi, j'en ai vu un, la première fois que j'en ai vu un, ça m'a arrêté, quoi. Ça m'a frappé. J'étais en train de marcher, puis je me suis arrêté parce qu'en fait, ça s'opposait, ça créait quelque chose qui était étrange, une surprise. Parce qu'à la fois, d'un côté, je me dis, je sais très bien que la lévitation, ça n'existe pas, et donc c'est pas possible, il n'est pas du tout en train de léviter, parce que je sais que la gravité, tout ça... Mais en même temps, je suis quand même obligé d'accepter qu'il y a quand même quelqu'un qui est dans cette situation devant moi. Donc d'un côté, je me dis, la lévitation n'existe pas, et en même temps, je suis quand même obligé de me dire, en fait, le gars, il est quand même en train de léviter. Face à cet inconfort, ce paradoxe, cet inconfort, il ne va pas durer très longtemps parce que notre cerveau, en fait, il essaye de se débarrasser de ça assez vite, il essaye de trouver des solutions. Donc moi, je me dis, ça y est, ouais, non, mais en fait, ça y est, j'ai compris, il y a un truc. C'est juste que le gars, en fait, tu vois, la branche au-dessus, je pense que le gars est accroché à la branche avec des câbles, tout simplement. En fait, c'est ça le truc. C'est bon, je peux passer à autre chose. Donc évidemment, ce n'est pas la bonne solution. Mais ce n'est pas grave. Parce que moi, mon inconfort a disparu et je suis content avec ça. Je peux continuer de vivre ma vie. Demain, si on a affaire à la Villa Lemoine en train de léviter, s'il y a ce gros monolithe en train de léviter, il va se passer un peu la même chose. Cet inconfort qu'on va ressentir, ça s'apparente, on va dire, à la dissonance cognitive. Festinger, dans les années 50, il parle de ça. Il dit, quand on a deux cognitions, c'est-à-dire deux croyances, deux pensées, deux raisonnements qui s'opposent, ça crée un inconfort et notre cerveau, il a besoin de faire disparaître cet inconfort. Donc typiquement, ça va être deux cognitions qui s'opposent, ça peut être deux croyances, mais ça peut être une croyance et un comportement, par exemple. Donc si je suis persuadé que fumer, c'est mauvais pour la santé, mais qu'à côté de ça, je suis fumeur, je vais essayer de trouver des astuces, des stratagèmes pour que tout ça trouve une cohérence. Donc je dirais peut-être, ouais, mais tu vois, en même temps, moi je fais quand même pas mal de sport, hein, donc ça va, je peux fumer. Hein. En fait, on va essayer notamment de trouver des éléments de consonance. C'est-à-dire il y a une dissonance, on va essayer de trouver des éléments qui vont à l'inverse de ça, des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Dans le cas de la Villa Lemoine, si on était face à elle, on se dirait « ouais, non, la lévitation, ça n'existe pas, mais par contre, bon, c'est vrai que le monolithe, il évite ». Pour éviter ça, en fait, on va faire un truc très simple, on va chercher de la consonance, et la consonance la plus simple qui explique que quelque chose n'est pas en lévitation, c'est juste la structure porteuse. On pourrait dire, il y a des poteaux, tu vois, ça ne peut pas léviter puisqu'il y a des poteaux. Et Koolhaas, ce qu'il va faire, c'est que, du coup, il prend en compte ce truc-là, et il va essayer, par avance, de nous empêcher de trouver des éléments consonants. Il va nous empêcher de trouver des indices qui pourraient appuyer notre thèse. Et il va plutôt faire en sorte qu'il ne reste que sa thèse à lui. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va effacer la structure, mais il va effacer, disons, la structure fictionnelle et la structure fonctionnelle. La structure fictionnelle, c'est celle que moi j'avais découverte en regardant l'artiste de rue, où je dis « ah ouais, il y a des câbles ». Lui, il va faire la même chose, il va dire « attends, si ça se trouve, les gens, s'ils voient une gouttière qui descend du monolithe, qui traverse le salon ou qui traverse la terrasse pour aller s'enfoncer dans la terre, par exemple, une descente d'eau pluviale, il y a peut-être des gens qui vont penser que c'est un poteau, donc on ne va pas mettre de gouttière. Donc en fait, sur cette maison, il n'y a aucune gouttière, il n'y a aucune canalisation, il n'y a aucune descente de fil électrique, il n'y a aucune gaine technique.
Tout ça disparaît dans le béton, dans des doubles murs, etc. Ils trouvent plein d'astuces. Je n'ai pas d'image à vous montrer là-dessus, puisque par définition, tout ça, c'est caché. Et puis, après avoir caché la structure fictionnelle, il faut aussi qu'il cache ou qu'il dissimule la structure fonctionnelle. Il va utiliser des techniques, typiquement ici, ce qu'on voit à gauche, c'est un poteau, un énorme poteau qui est sur la terrasse. En fait, il le recouvre de miroirs pour essayer d'en faire plutôt une espèce, je sais pas, d'œuvre d'art, ou en tout cas qu'on se dise pas nécessairement que c'est un poteau. Mais le truc est quand même assez énorme. Du coup, il faut qu'il trouve autre chose. Il y met une porte, et en fait, quand on l'ouvre, cette porte, on s'aperçoit que là où on s'attend à avoir effectivement cet énorme poteau qui va nous rassurer, en fait, ce poteau, c'est un vide. C'est un vide dans lequel il y a un escalier hélicoïdal, il n'y a aucun élément vertical, il n'y a vraiment aucun élément vertical dedans qui pourrait nous rassurer sur le fait qu'il y a ce qu'on appellerait une descente de charge, c'est-à-dire que les forces descendent vers le sol. Je suis désolé, c'est des notions un peu d'archi et de construction, mais ce n'est pas fondamental pour comprendre ce que je veux vous montrer. De la même façon, il va réduire le nombre de poteaux. Si j'ai une table et que je veux qu'elle tienne, il faut 4 pieds. En fait, ce n'est pas vrai. Si j'en enlève un, je peux me débrouiller, ça tient. Avec 3 pieds, ça tient. Si j'en enlève encore un, il n'y en a plus que 2, là, ça ne peut pas marcher. En archi, c'est pareil. Donc lui, il fait ça, il dit, on va faire le minimum, on va en mettre 3 des pieds. Donc là, on en voit celui en miroir, un poteau qui est dans le salon, et puis un troisième, et celui-là, il se dit, lui, on va le dégager, on va l'emmener dans le jardin. On va dénier son rôle structurel en le déplaçant. Et en le déplaçant comme ça, ça fait que sous la maison, sous le monolithe, en réalité, il n'y a que 2 pieds. Donc on revient à cette idée que ce n'est pas possible. 2 pieds, ça ne tient pas. Il nous pousse un peu toujours dans nos retranchements pour qu'on soit forcé d'admettre un peu sa fiction à lui. Il discrédite l'aspect stabilisateur de la structure. Et en plaçant les pieds de cette manière-là, ces 3 pieds de cette manière-là, en réalité, ce qu'il crée, c'est un déséquilibre. C'est-à-dire qu'avec ces 3 pieds, la maison, elle tombe. Si réellement il n'y a que ces 3 pieds, la maison, elle tombe. Vu comment ils sont placés, la maison devrait tomber. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure, elle ne marche pas, elle est instable. La maison devrait tomber, et pourtant elle ne tombe pas. Pourquoi elle ne tombe pas? Parce qu'il pose sur le toit une poutre. Là encore, il nous complexifie la tâche d'interprétation, puisque une poutre, en général, c'est plutôt en dessous, c'est quelque chose qui soutient. Là, il la met au-dessus. Et puis, au bout de cette poutre, il y a un grand filin, et ce filin vient s'enfoncer dans le sol. C'est hyper dur d'interpréter un truc comme ça, même pour un architecte ou un constructeur. Quand on arrive devant une maison, on ne se dit pas « Ah, bah ouais, tiens, ce truc, ouais, je vois exactement ce que c'est. » En fait, ce filin-là, il s'enfonce dans le sol, et sous la pelouse, sous la terre, il y a un cube de béton qui fait 2,50 m par 2,50 m par 2,50 m de haut, qui pèse 40 tonnes, et c'est parce que ce filin est accroché à ce contrepoids de 40 tonnes que la maison peut tenir. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une maison qui tombe pas. C'est comme l'image du coyote dans Bibi et le coyote. Il court, il dépasse de la falaise, ça s'arrête pendant 1 seconde, on sait qu'il va tomber. Pendant 1 seconde, 1 seconde et demie, il est là. Et si ça restait, s'il était toujours là en fait, ce serait de la lévitation. Il devrait tomber, mais il ne tombe pas. C'est de la lévitation. Koulas, il fait ça, en fait. Il trouve une astuce. Il dit finalement, la lévitation, c'est quelque chose qui doit tomber, mais qui ne tombe pas. Donc je vais vous faire ça. Je vais vous faire un bloc de béton qui devrait tomber, mais il ne tombe pas. On pourrait penser, pour essayer de comprendre un peu cette façon de faire, de mettre en place une impossibilité physique en réduisant les consonances, les choses sur lesquelles on pourrait s'appuyer. On pourrait se dire, une impossibilité physique, ce serait j'essaye de tous vous rendre aveugles. Là, tout de suite. En régie, on peut faire ça? Bim, on éteint toutes les lumières. Si vraiment on éteint vraiment tout, on est tous aveugles.
Dans les restos, ils font ça, dans certains restos. Et puis on peut aussi imaginer une autre façon de le faire. On veut rendre les gens aveugles, on veut faire en sorte qu'ils comprennent ce que ça veut dire d'être aveugle. C'est une impossibilité physique. Là, ici, cette association, elle enlève toutes les informations qui pourraient apparaître sur les packaging. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre les gens aveugles, mais on peut faire en sorte que les informations soient non voyables. C'est ça qui est réalisé ici. Du coup, quand les gens demandent « mais c'est quoi et dans la boîte rouge et dans la boîte verte, quand même, c'est la même chose ?» Le vendeur dit « peut-être, mais on ne sait pas. » Du coup, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur quoi? C'est ça la consonance. On s'appuie sur des consonances. Et là, on ne peut pas s'appuyer sur des consonances. Il y a une dame qui dit « mon cerveau essaye de comprendre ce qui se passe. » C'est-à-dire, c'est ça la dissonance cognitive. Il y a moi, il y a mon cerveau, et puis là, on est en discussion. On n'est pas complètement d'accord, lui et moi. Cette dame, ce qu'elle est en train d'exprimer, c'est ça, c'est la dissonance cognitive de Festinger. Parce que ce qui est utilisé là, c'est exactement ça, c'est cette façon d'inverser les choses. Ce deuxième procédé, donc, l'effacement des consonances, il cherche à flouter, à supprimer tout ce qui va être consonant. Donc, dans la Villa Lemoine, c'est la structure. Et ça lui permet de dénier la structure et de créer l'idée d'une chute. Et cette idée de la chute, c'est indispensable pour mettre en place son concept, le fameux concept impossible de la lévitation. Le troisième procédé que je voudrais vous présenter, qui est aussi utilisé dans cette maison, c'est la condensation. La condensation, ici, ce mot, il fait référence à Freud, au travail du rêve chez Freud. Freud, il dit que dans le rêve, il y a des éléments qui condensent en un seul point des sens qui potentiellement sont contradictoires. Et en fait, on connaît tous ça. C'est quand on se réveille le matin et qu'on dit hey, « j'ai rêvé de mon père, et tu sais quoi en fait? C'était pas mon père, c'était mon garagiste. » Enfin, c'était mon garagiste. En fait, c'était ma prof de maths, tu vois. Enfin bon, c'était mon père, quoi. Donc, dans le rêve, ça ne nous dérangeait pas du tout, c'était complètement normal. Tout se passait tout à fait normalement, mon père devenait ma prof de maths. Mais au réveil, c'est plus compliqué, parce que notre cerveau, il a du mal avec ça, quand il est conscient en tout cas. Il a du mal avec cette idée que dans un même truc, il puisse y avoir des choses qui s'opposent. C'est la même chose avec l'énantiocémie. L'énantiocémie, c'est un mot qui enferme en lui-même deux sens qui s'opposent. Un hôte. Un hôte, c'est quelqu'un qui est accueilli, mais un hôte, c'est quelqu'un qui accueille. Donc ça veut dire que ces deux personnes qui se rencontrent, en fait, ils ont le même nom. Dans un même mot, on a deux sens qui sont symétriques, opposés. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve graphiquement dans le canard-lapin. Le canard-lapin, c'est une image, on la regarde, on voit un canard, ah bah non, on voit un lapin. Ah bah non, on voit un canard, ah bah non, on voit un lapin. Notre cerveau, il n'arrive pas à voir les deux en même temps. Il voit bien l'un et après l'autre, mais il n'arrive pas à voir les deux en même temps. Notre cerveau, il n'aime pas ça, cette idée que dans une même chose, il puisse y avoir des contradictions. On revient un peu à cette idée de la dissonance cognitive, encore une fois. Et Koulas, il va utiliser cet effet-là de la condensation. Il va l'utiliser parce que ce qui l'intéresse, c'est que ça crée du paradoxe, ça crée ce truc indécidable. Est-ce que c'est un canard ou est-ce que c'est un lapin? Est-ce que c'est quelqu'un qui accueille ou est-ce que c'est quelqu'un qui est accueilli? Donc c'est ça qu'il va utiliser. Il va le faire par exemple ici, sur le monolithe, où en fait, on l'a déjà vu juste avant, et le monolithe c'est finalement maintenant à la fois le poids, le truc qui est censé tomber, mais en même temps, c'est une énorme partie de la structure, donc ce qui retient le poids. Il condense les deux choses. Il condense les deux contraintes initiales de son concept. Dans une autre mesure, il va donner l'illusion que ce monolithe, c'est quelque chose qui est très opaque. Sauf que quand on va à l'intérieur de ce monolithe, et qu'en fait on a affaire au volume des chambres, qu'on voit là, ici au milieu, on s'aperçoit qu'en fait, les murs des chambres, à 50%, c'est du vitrage qui donne sur un extérieur. Donc là où de l'extérieur, ce qu'on voit, c'est une pierre, en fait, à l'intérieur, c'est plutôt une maison vitrée.
On a l'impression que tout est uniforme de l'extérieur avec ces petits ronds qui sont tous les mêmes. En fait, à l'intérieur, c'est très varié. Il y a les ronds partent en entonnoir, vers le haut, vers le bas. Il y a des vues. Toutes les vues sont hyper travaillées à différentes hauteurs afin qu'on puisse avoir des vues, qu'on soit debout, assis dans un fauteuil roulant ou allongé dans son lit, etc. De la même façon, on peut penser que c'est une espèce de plein, de bloc. En fait, pas du tout. C'est composé aussi de patios, comme le patio qu'on voit ici. Et en réalité, un cinquième de ce volume, c'est des volumes qui sont en réalité extérieurs, qui sont des dehors, comme ici ce patio. On peut prendre des exemples qui sont peut-être plus faciles à comprendre de condensation. Il y a cette lettre que j'adore, de Louise, 6 ans. Elle m'envoie cette lettre par la poste, donc c'est un courrier postal. Je le prends dans ma boîte aux lettres, je l'ouvre, je le lis, et j'ai un clavier qui a été dessiné à la main, qui me permet de répondre. Du coup, en fait, c'est un courrier postal, mais en même temps, ça fonctionne comme un SMS. Google Drive, il s'inspire de ça, il s'inspire de Louise, je pense. Ils ont fait ça il y a quelques semaines, j'avais vu ça. Je n'ai pas réussi à le retrouver, je crois qu'ils ont enlevé cette fonctionnalité. Ils font... avant, quand on cliquait, ça ouvrait le dossier. Maintenant, quand on clique, le petit dossier il se transforme en case à cocher, et du coup, ça permet de sélectionner un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers, peut-être pour les déplacer, les supprimer, etc. Et puis si on double-clique, en revanche, ça ouvre le dossier. Donc là, il condense 2 fonctions, comme Louise juste avant. Là, ici, c'est la fonction sélectionner, avec la checkbox, et la fonction ouvrir, avec le double-clic. C'est la même idée, c'est cette idée de la condensation qu'utilise Remkoulas, ramenée à un autre niveau, mais c'est la même chose. Il y a quelques années, sur Trainline, il y avait ce genre de bouton aussi, où, le bouton de soumission, quand on cliquait dessus, il se transformait en loader, et puis là, ça disait « Ok, tu as ton billet de train ». Donc là, ils utilisaient la condensation pour son aspect un peu de surprise, le truc qu'on n'arrive pas tout de suite à comprendre. C'était pas bête d'ailleurs, parce qu'en fait, comme ils interrogeaient l'API de la SNCF, et qu'à l'époque, c'était un peu lent, ils savaient que ça allait faire... et pendant ce temps-là, nous, on attend. En fait, ce n'est pas terrible que l'usager attende. C'est quand même plus rigolo d'être surpris que d'attendre. Pourtant, ça dure le même temps. Donc là, ils utilisent la condensation à bon escient, c'est astucieux. Si je devais juste résumer du coup ces 3 procédés, le designer, il projette son idée dans le réel pour obtenir un objet, et par ricochet, cet objet va transmettre quelque chose à l'utilisateur. Et ce que l'utilisateur en reçoit, c'est une expérience. Ici, Remkoulas, il le fait en utilisant d'abord l'idée du concept impossible. Ça veut dire qu'il se donne l'opportunité de dire « on va faire un truc, les gars, je sais que ce n'est pas possible, mais on va quand même essayer de le faire ». Et ça le fait rentrer dans un procédé qui est paradoxal. On peut se référer ici à la méthode paradoxale de Palo Alto, j'en ai pas parlé, mais ceux qui connaissent comprendront. L'idée, c'est effectivement d'inverser, de voir le problème comme une solution. Et on voit que du coup, c'est parce que le procédé est paradoxal que le résultat sera paradoxal. L'effacement des consonances, c'est l'idée qu'on va essayer de nous empêcher d'échapper à son illusion. On ne va pas pouvoir s'appuyer sur des indices qui disent « Ah ah, j'ai trouvé ». On ne peut pas faire ça. Il enlève tout. Il nous bride, il nous empêche de trouver des arguments pour échapper à son illusion. Et enfin, avec la condensation, il amène des éléments qui sont difficiles à comprendre, qui enferment des sens opposés, qui là aussi sont dans cette idée du paradoxe. C'est des choses auxquelles on est habitué, parce que notre cerveau il connaît ça à travers les rêves, des choses comme ça, mais il ne sait pas bien le gérer. Il en profite. Il essaye de nous amener dans son univers, avec les règles de son univers. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que tout le monde dit « Ah, cette maison est vraiment paradoxale ». Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est les mécanismes qui sont paradoxaux. Et c'est parce que les mécanismes d'engendrement des choix et des décisions du designer s'appuient sur des méthodes paradoxales qu'à la fin, on obtient quelque chose qui est paradoxal. C'est ça qui est intéressant de se dire que les mécanismes du designer, ce n'est pas anodin. La façon dont on conçoit les choses et dont on réfléchit les choses, ce n'est pas anodin. Ça produit des objets, certes, mais ces objets, ils sont porteurs de quelque chose, de ce qu'on se plaît à appeler l'expérience, le ressenti. Mais ça ne vient pas de nulle part.
Si vous tombez sur une expérience ou un objet qui vous plaît et qui vous semble marquant et que vous avez cette impression qu'il se passe quelque chose, moi je vous invite à essayer de remonter le fil du projet en s'appuyant sur tout ce que vous trouverez, de la documentation, ce que les gens en disent, etc. Essayez de remonter le fil du projet pour essayer de comprendre comment cette chose-là a été faite. Essayez d'y trouver les procédés, les mécanismes qui ont permis de créer cette chose-là. C'est une bonne façon de découvrir des outils, d'en faire ses propres outils de designer et de développer sa pensée de designer. Merci pour votre écoute. Des questions? Au fond. Salut Seb. Salut Samy. On se connaît. Bon, merci beaucoup pour ta présentation. Tu t'inquiétais, elle était brillante. Merci beaucoup. On a passé tous un très bon moment. Merci. Et en même temps, on en a déjà discuté ensemble, et du coup, ça va être aussi l'occasion d'en parler un peu plus en public. Moi, je reste toujours un peu partagé sur la posture que tu défends, où c'est une posture qui est presque de l'ordre de l'expérience du designer plutôt qu'une expérience de l'utilisateur. Alors du coup, comme tu es ancien architecte, ça a du sens, mais il y a un mot qui a été très peu utilisé dans ta présentation. Tu as parlé beaucoup d'expérience, tu as très peu parlé d'usage. Et finalement, tu disais à un moment, on va essayer de construire un objet impossible. Nous, quand on travaille sur un utilitaire pour des comptables, aller expliquer aux développeurs, c'est pas possible, mais vous allez voir, on va y arriver. Pas sûr. Si on parle d'usage, et je vais prolonger ton allégorie avec l'architecture, on en avait parlé aussi ensemble. Je pense à la Farnsworth House, pas loin de Chicago, construite par Mies van der Rohe, une maison dont le brief était d'être intégrée parfaitement à la nature. C'est une maison complètement vitrée. Quand les habitants en prennent possession, en fait, ils ont l'impression d'être épiés par les bois, ils ont l'impression d'être épiés par les gens. Et en fait, ils essaient d'installer des rideaux et le concepteur refuse. Et en fait, on se rend compte qu'entre l'intention du designer et l'usage, parfois c'est compliqué. C'est plus que compliqué, parfois il y a même une contradiction, et quand tu parles de dissonance, moi je suis un peu gêné, parce qu'on parle d'expérience utilisateur, mais notre métier, ce n'est pas de construire des expériences pour 99% d'entre nous. On ne fait pas du luxe, on ne fait pas de l'art, on fait de l'ingénierie du design. Alors c'est peut-être un gros mot de le dire de cette manière-là, mais c'est un fait, on fait de l'ingénierie du design. On utilise des vilains frameworks, on fait du design thinking, on fait des trucs vilains comme ça, mais parce que finalement, on a besoin de produire des maquettes qui seront utilisables par des gens. Du coup, ta démonstration, elle est hyper brillante, et moi, je me suis régalé à t'écouter. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas un discours qui s'adresse plus à des designers qui sont des artistes? J'ai vu sur LinkedIn récemment qu'il y avait une opposition qui émergeait entre les gens qui faisaient du user-centered design et les gens qui étaient des genius designers. Je trouve que c'est formidable, en fait, d'assumer à ce point-là cette posture. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas ça la distinction? Peut-être que nous, ce qu'on fait, c'est on se contente de faire des choses utilisables et qui, finalement, quand ça ne provoque pas de dissonance, c'est peut-être plutôt mieux, non? Alors, je dirais que je pense que tu dis des choses que je n'ai pas dites, mais ce n'est pas grave, je vais réagir là-dessus quand même. Moi, à mon sens, ce que je viens de dire là, c'est plutôt focus sur un certain aspect que je creuse et qui ne signifie pas qu'il faut que c'est des procédés qu'il faut utiliser en UX design nécessairement dans tous les projets, etc. Il faut qu'on ait aussi ce recul-là. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette idée d'opposition entre ce que serait d'un côté un designer centré sur l'humain et puis de l'autre côté un genius designer. Je précise que ce n'est pas un de mes propos, hein, pour le coup. Moi, je vois les choses différemment. Je pense plutôt qu'il faut voir ça avec une jauge et des curseurs. En fait,
tu as des curseurs, tu sais si tu vas être dans une expérience ultra immersive comme celle-là, ultra transformative. À l'autre bout, tu vas avoir des expériences qui concernent effectivement un logiciel pour les comptables. Mais tout ça, c'est du design. C'est à toi de savoir où est-ce que tu poses ton jalon. Et en réalité, tu peux poser ton jalon même au sein même d'un projet. Tu peux très bien avoir un projet sur lequel tu es au niveau logiciel de comptable et à un moment précis te dire ici, dans le parcours, ici, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu dingue, quoi, ou un truc qui les ralentit parce qu'il faut qu'ils fassent un petit peu attention. Et c'est à ces moments-là que tu vas finalement utiliser des procédés qui seront peut-être des procédés de condensation, comme je le montrais tout à l'heure avec ce bouton de soumission tout bête, ou parce que tu vas condenser dans ce bouton deux choses, d'un seul coup, tu profites de cet effet de la condensation qui est que ça t'arrête parce que ça te surprend. Et c'est pas dingue, hein, le bouton de soumission de Trainline. Hein. C'est pas un truc de 92 tonnes qui tient en l'air, mais c'est quand même des procédés qui sont utilisés et qui ont du sens. J'espère que ça répond à ta question, Sémi. Salut. Salut. Déjà, je te remercie énormément pour ta conférence parce que j'ai été passionnée par tout ce que tu as dit. Merci. Et de fait, ma question va peut-être être un peu tricky, mais si je prends en compte ta conclusion, ce que tu m'as fait vivre aujourd'hui, c'est une bonne expérience. Du coup, je dois me renseigner sur les mécaniques que tu as mis en place pour créer cette bonne expérience. Est-ce que tu sais m'expliquer quelle mécanique tu as mis en place pour m'offrir cette bonne expérience ? Je ne sais pas si je saurais te les expliquer, mais par contre, c'est juste ce que tu dis. C'est-à-dire que si demain, toi, tu devais faire une conférence, bah, peut-être que tu te renseignerais effectivement sur quelles sont les bonnes façons de faire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un dans la salle va être impacté? Tu pourrais te poser la question déjà de pourquoi toi, tu t'es senti impacté. Tu pourrais te le demander. Dans quelle situation tu étais, comment ça t'a parlé, pourquoi tu t'es senti touché. Et puis après, tu pourrais effectivement revoir cette vidéo, la vidéo de cette conf. Tu dis, ah ouais, là en fait, j'aimais bien parce qu'au début, tu as vu au début ce qu'il a fait? En fait, il avait l'air fébrile, on avait l'impression qu'il ne savait pas où aller, il était perdu. J'ai eu envie de le prendre dans mes bras. Tu vois? Peut-être que c'était un mécanisme, une astuce. Donc c'est en travaillant sur les ressources que tu as, c'est-à-dire la vidéo de cette conf, etc., que tu vas découvrir, et puis après tu vas augmenter ça. Par exemple, dans le cas de la Villa Lemoine, moi j'ai passé énormément de temps à regarder la villa, j'ai étudié les plans, j'ai étudié les différentes versions des plans, je me suis aperçu qu'il y avait des versions différentes d'un même plan. Pourquoi là il représente la terre, le béton, comme si c'était de la terre, alors que là non, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Est-ce que là il y avait une intention là-dedans? Tu cherches, tu vas chercher dans les croquis qu'il a fait, etc., dans les vidéos, comment il parle du truc. La lévitation, des fois il dit c'est un truc accroché à la colline et puis c'est une structure cachée. Et puis des fois il dit j'avais l'intuition que le salon il serait pris entre deux plaques polarisées comme un champ magnétique. Tu vois qu'en fait c'est pas hyper clair dans sa tête, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait il a l'idée d'un concept. Un concept, c'est pas forcément clair parce qu'en fait un concept c'est déjà comme un espèce de ressenti. C'est déjà une expérience, un concept en fait. Et c'est pour ça que ça va se projeter en concept. Je m'éloigne un peu de ta question, excuse-moi. En tout cas, j'espère que ça y répond. Salut, merci pour la conf. En fait, le but ici, c'est, si je comprends bien, vraiment de marquer les esprits, faire quelque chose que les gens ils vont retenir. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour jauger l'effacement des consonances pour créer de la surprise plutôt que de l'inconfort, créer quelque chose qui va marquer de façon positive plutôt que de façon négative. Et comment est-ce qu'on fait pour utiliser parfois des choses qui sont dans un premier temps ressenties comme négatives pour ensuite les transformer en positifs, comme avec le cas du magasin aveugle, où en fait les gens ils en retirent une expérience qui les marque peut-être et les fait prendre conscience de quelque chose. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas forcément de réponse, à laquelle je n'ai pas forcément envie de répondre. Mais sur cette idée, ce qui est intéressant, non mais c'est une question intéressante, vraiment intéressante. Parce que sur cette idée de l'inconfort, nous on est très habitués, quand je dis nous, c'est on va dire les designers d'expérience utilisateurs qui travaillent plutôt sur des logiciels comptables. On est très habitués à veiller à ce que l'inconfort n'existe pas. Or, dans cette maison, ce n'est pas nécessairement ça qui est visé.
Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé parce que sinon on aurait passé 4 jours, mais par exemple, le trajet, le parcours, parlons de parcours utilisateur, le parcours de l'homme handicapé dans son fauteuil roulant, c'est une plateforme, il monte, il y a un bouton, il appuie, tout est fait pour que ce parcours, ce soit un parcours d'expert comptable. Okay, mais si tu es une personne valide dans cette maison, bah, par exemple, tu vas rentrer dans la cuisine, tu vas arriver face à une autre porte que tu vas devoir ouvrir. Là, tu vas avoir un escalier grotte où tu es obligé de faire comme ça. Hop, là, tu sors. Bah, là, tu es dehors, en fait. Sauf que juste avant, tu étais dedans. Là, tu es dehors. Donc, s'il fait moins 4 degrés, bah, tant pis pour toi. Okay, donc là, tu vas sur la terrasse, tu ouvres l'énorme porte. Là, tu as affaire à des marches d'escalier qui sont ultra acérées, comme ça, où les gens disent « Ouais, c'est hyper dangereux ». Tu as la terrasse qui est à 3,50 m de haut, il n'y a pas de garde-corps. Okay, tu montes. Et tu as toujours ces trucs-là, avec les pointes en métal qui sont à 2 cm de tes yeux. Donc l'idée du danger, l'idée de l'inconfort, ici, c'est un choix, c'est radical. Mais il y a cette idée de la radicalité ici. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que cet objet-là, il ne s'applique pas du tout à nos situations habituelles. Mais parfois, il faut aller chercher, il faut aller voir dans des choix radicaux pour essayer de comprendre des procédés, pour essayer de comprendre comment on met en place des choses. Si tu ne vas jamais voir comment fonctionne un grand 8, pourquoi les gens hurlent « Ah !» Tu vois, tu ne vas jamais te rendre compte qu'il y a des choses qui sont faisables, que parfois on peut, juste en faisant un truc, le singe de Melchim qui fait un truc rigolo, bah, ah oui, tiens, c'est un peu pareil, il y a cette même idée de c'est rigolo, quoi. Okay, là, ici, on a affaire à quelque chose d'assez radical, mais je crois qu'en voyant des choses radicales, parfois on peut... upgrader son niveau de design pour essayer de découvrir de nouveaux procédés. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Non. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.